Bonjour, je suis Mutin de Perde, illustratrice. Ça fait plus de 10 ans que je partage mon travail sur internet et du coup, ça en fait des fichiers PSD, PDF, TIFF, JPEG, PNG, MP4 et j'en passe. Et tout ça rangé dans un seul disque dur. Et fatalement, un jour, ce disque dur a rendu l'âme. Il est mort, mouru. T'es pas mouru, Lan. T'avais pas fait de sauvegarde? Non. Oui, je sais. Je suis bêtasse. Résultat, panique, pleurs dans la rue, devis à plus de 1 000 € dans une grande enseigne et l'impression d'avoir perdu un petit bout de son âme. Mais on se laisse pas abattre et on cherche d'autres endroits à qui faire un devis pour réparer ce disque dur. On nous conseille l'atelier d'Antoine à Croix-Rousse, qui est indépendant et passionné. Diagnostic, récupération possible, prix abordable, 98% des données récupérées. Alléluia. Alors, Armand a décidé de les interviewer et moi de les filmer. Ils vont parler entrepreneuriat, numérique, obsolescence programmée et récupération de données. Voici l'interview. The bus to nowhere keeps on rolling. Desperation is growing on this never-ending road. Bah déjà quand même merci de nous accueillir parce que c'était grave cool et puis Avec plaisir. Tout était nickel. Moi la première question que j'ai envie de te poser c'est déjà de me raconter un petit peu l'histoire de la boutique parce que Ouais. l'atelier d'Antoine j'ai compris que c'était toi Antoine. Exactement, c'est ça, ouais. L'histoire de la boutique, franchement, honnêtement, l'envie de créer une boutique de réparation remonte à il y a de ça bien 5 ans déjà en vrai finalement. Quand je travaillais à Répit avant dans le deuxième, j'ai eu l'idée, en fait déjà éthiquement, je trouve ça génial de réparer les appareils. Je suis d'un tempérament très geek depuis tout petit. Donc l'impression du coup maintenant de pouvoir manger grâce à ma passion, c'est magnifique. Donc en fait c'est venu de ça quoi globalement. Et puis après tout s'est vraiment accéléré il y a 1 an. En fait je cherchais un associé. J'ai eu d'autres entreprises avant où je me suis retrouvé tout seul et je me rendais compte que monter une histoire, une vie d'entreprise à deux, tout seul c'est impossible. Du coup je cherchais un associé et puis un jour mon père qui lui commençait à s'ennuyer un peu dans son boulot m'a dit écoute Antoine j'ai envie de m'associer avec toi. Et là c'est allé très très vite parce qu'en 365 jours top chrono on était ici on avait trouvé le local, on avait la banque qui nous suivait, tout a été lancé à ce moment-là. Ouais. Il faisait quoi avant comme boulot lui? Eh ben mon père lui avant il était dans une entreprise d'informatique, de développement logiciel, voilà. Et voilà, grosse carrière là-bas. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, quand on enchaîne des dizaines d'années dans les mêmes locaux, etc., il y a peut-être un moment où on a envie de changer. Et puis moi je pense que j'étais aussi un peu ce côté énergie. Où moi du coup j'ai monté j'ai monté 3-4 entreprises avant, etc. J'ai toujours eu plein d'idées, plein d'ambitions et je crois que mon père a eu envie de se greffer à ça quoi. Voilà. Il m'a tellement entendu parler de la réparation, etc. et surtout du fait que ça pouvait marcher la réparation et c'est vraiment dans l'air du temps on va dire. Donc du coup pour lui c'était un moindre risque on va dire aussi, c'était un risque quand même, l'entreprise c'est toujours un risque comme avoir un enfant, on pense savoir à quoi s'attendre mais on sait jamais et puis du coup finalement voilà pour nous ça se passe bien quoi. T'as eu un enfant récemment? Non j'en ai pas eu, non pas encore. Après la boutique c'est le prochain bébé. Voilà c'est ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que voilà là mon bébé actuellement c'est la boutique, ça me prend aussi beaucoup de temps mais c'est même pour une relation, même dans le privé, j'ai pas de copine ou quoi parce que j'ai dû faire aussi des choix, j'ai été très boulot. Et le message est passé Voilà. D'ici la publication peut-être que j'aurais trouvé, je ne sais pas. Mais ouais, ça me prend beaucoup de temps. Donc là maintenant qu'on a lancé, que ça se passe bien, on stabilise et je peux commencer à me débloquer un peu de temps, notamment avec l'arrivée du petit frère. Voilà, donc ça aussi ça va me permettre de débloquer pas mal de temps. Donc ouais, voilà. Vous êtes tous lyonnais d'origine Oui, on est né la rue du Mail, juste à côté là. Ah ouais. Moi je suis né rue du Mail et puis non après mon frère mes 2 frères sont nés, je crois plutôt sur Lyon, mais on était à Sainte-Foy-les-Lyons à ce moment-là. Ouais. Voilà, mais moi je suis vraiment né à 500 mètres. Vrai Croix-Roussien. Ah oui, exactement. Là, c'est comme si je revenais aux sources. Et même on visait un local avant, qui était rue du Mail, qui était vraiment à 2 portes.
de là où j'ai fait mes 2 premières années de vie sur Terre, quoi. Ah, c'est marrant. Ouais, donc la boucle est bouclée, quoi. Là, du coup, Voilà. maintenant, vous êtes 3 dans la boutique avec, du coup, toute la Ouais, famille, en c'est fait. ça. Bah ouais, depuis quelques jours, là, depuis début mars, on est 3 dans la boutique et ouais, ça fait du bien parce que en fait, on s'attendait pas à un démarrage aussi canon. On avait fait une étude de marché un peu sur Croix-Rousse, on se doutait qu'il y avait une demande. Mais pas à ce point-là, quoi. Ouais. Donc du coup je me suis très vite retrouvé débordé avec entre 10 et 15 réparations par jour. Ah ouais. Ouais, ouais. Et quand je dis réparation, il y a réparation, diagnostic, recherche de panne, etc. C'est voilà, les devis, tout ça. Donc du coup c'était, ouais, il y a eu des moments tendus. Et puis surtout ça m'a obligé à délaisser un petit peu la communication, qui est importante aussi. Alors une grosse communication Google, avis Google, etc. Ça pour moi c'est le plus important quand on a une boutique. Déjà parce que chercher à avoir des bons avis Google, c'est aussi chercher à faire plaisir à la clientèle, à provoquer l'effet waouh, à aller chercher chez eux l'envie de mettre un avis, quoi. Et en fait, maintenant, ça fait qu'il y a des gens qui viennent du 8e, qui viennent de Vienne, grâce à nos avis Google. Ouais. Donc c'est une com, on va dire, voilà, on s'est focus là-dessus, mais j'aimerais bien reprendre Instagram, faire des petits contenus vidéo. C'est une com passive, mais c'est finalement ça, du ouais. retour client. Exact, Et le ouais. retour client, Et puis, ouais, et puis presque plus d'importance, je dirais, que la pub Instagram. exactement, parce qu'en fait, quelqu'un qui va vouloir venir réparer, il va tomber direct sur nos avis Google. Avant de savoir qu'on a un site internet, avant de savoir qu'on a une page Google, qu'on a une page Instagram, avant de tout ça, une page YouTube, etc. Donc tout ça, c'est des trucs que j'ai envie de faire après, plus tard. Même à l'envers, j'irais jusqu'à dire, quelqu'un qui voit une pub Insta ou sur YouTube va d'abord aller check les avis Google. Par la suite, il va dire tiens, voilà une boutique, Exactement. je regarde Et d'abord oui. si c'est pas de l'arnaque. Complètement. Ouais, Parce que c'est ça. sur Insta, on en voit passer des pubs où finalement la boutique Oui. elle est notée à 1 sur 5 avec que des avis C'est ça. négatifs. Ouais, et puis surtout que les pubs, il suffit de payer, quoi. C'est Les ça. avis Google, on n'a pas payé pour ça en Ah, fait. bien sûr. Donc c'est vraiment les gens qui vont partager leur expérience. Et en plus, tout le monde joue le jeu, donc ça c'est cool. Mais ouais, c'est vrai que là, en moins d'un an, on a déjà 270 avis Google, c'est quoi, 5 étoiles. Donc ça fait plaisir. Et ouais, des fois, il y a des clients qui rentrent, qui nous disent mais vous avez triché, comment vous faites Vous avez acheté. Ouais, c'est ça, quel est le secret et tout. Et puis on fait la prestation et puis ils nous disent bon bah ok, je comprends, je vous mettrai à mon tour du coup. Exactement. Donc ouais, mais là du coup on va pouvoir attaquer la communication Instagram, etc. Moi, un de mes rêves c'est d'avoir une chaîne YouTube de tutos réparation, de trucs comme ça. Et ça, j'adorerais faire ça. Ce serait pour moi un peu une petite target, et puis aussi pour prévoir un plan B, parce que je me dis, quand je vois mon père qui a passé des dizaines d'années dans une société, je me dis, même si là c'est la mienne, etc., il y a peut-être un moment ça va m'écœurer. L'accueil client, etc., on ne sait pas. Donc je me dis, autant commencer à lancer des petites pistes maintenant, développer une petite chaîne YouTube, communication multicanal comme on dit, qu'il y ait du YouTube, du Insta, tout ça, et que moi peut-être qu'après mes journées ce soit surtout faire des vidéos de renseignements. Tu vois, j'avais des projets de faire prendre des vidéos sur l'étanchéité des téléphones, parce que tout le monde me dit tout le temps mais il est pas étanche mon téléphone. Non, regardez pourquoi, faire des vraies vidéos en mettant sous l'eau les appareils, en voyant comment ça marche, avec joint d'étanchéité, si on le remplace pas, qu'est-ce que ça fait, etc. Et faire plein de petites vidéos comme ça, un peu marrantes, pour vraiment, on va dire, rendre la réparation et tout ce côté technique un peu plus concret et on va dire palpable pour les gens. Voilà. Puis une vraie demande, parce que l'informatique, c'est à la fois omniprésent dans nos vies, et en même temps, c'est extrêmement opaque pour la plupart des gens. Complètement. Et oui, c'est ça. Voilà, beaucoup de gens disent, mais je sais pas comment vous faites, etc. La patience. C'est l'outil tout magique. ça. C'est pour ça. La plupart des gens, c'est un outil magique, c'est bon, j'ai le boîtier dans la poche, et puis ça marche. Voilà, Et c'est ça. Et là, en plus, maintenant, il y a ça avec l'intelligence artificielle aussi. C'est-à-dire que il y avait la réparation, etc. Et maintenant, il y a l'IA aussi, où les gens décident ou pas de commencer à s'en servir ou pas, et de dire, oh là, mais non, c'est trop compliqué, etc. Donc l'idée, c'est de... je sais qu'aux États-Unis, dans les pays anglophones, etc., il y a énormément déjà de contenu vidéo, un peu fun, un peu sympa sur la réparation, qui rendent le truc sympa. Mais en France, pas énorme. Ou alors, c'est vraiment très, très geek. Donc moi, ça me parle. Mais... J'en ai vu un récemment, justement, ça m'a fait un peu penser à votre boutique, un youtubeur qui, à mon avis, est breton, puisqu'il se baladait pas mal dans la Bretagne, qui se faisait livrer des palettes entières de HS. Milo Maker. Exactement, Milo Maker. Voilà. Exactement. Et moi, je considère que ça me parle, mais je trouve que c'est encore peut-être un peu trop geek pour parler à un grand nombre, Ça tu vois. s'adresse à des gens qui ont du matériel déjà. C'est ça, On a ouais. tous, à la souffleuse à chaud, les fers à souder et tout ce qu'il faut pour faire de la micro-soudure.
C'est ça. Et encore, Milo Maker, je le suis depuis pas mal d'années. Justement, il travaille là-dessus pour rendre le contenu un peu plus digeste pour tout le monde. Oui. Et lui, il a marqué le monde avec sa Xbox 360 portable. Ouais. Moi, je l'ai vu sur Reddit, des Américains qui ont dit, ce mec-là, il a fait une Xbox 360 portable. Ouais. Incroyable. Donc, lui, c'est vraiment un bon. Et effectivement, je crois qu'il est breton. Ouais. Je crois qu'il est breton aussi. Ouais. Mais voilà, ça m'a fait penser à vous, justement, je découvert ça il y a quelques semaines et je me suis dit direct, ah tiens. Ah bah lui, j'adore aller acheter des palettes comme ça là Bon, apparemment, c'est pas rentable. Ah, pas du tout. Non, ça c'est sûr. C'est pour le plaisir. Ah ouais, mais le kiff que ça doit être, c'est top. Et puis petit placement de produit avant, voilà. Comme ça, il est rentable. Oui, on se rentabilise sur la pub finalement. Exactement, c'est ça, voilà. Mais ouais, bah oui, c'est ça. Lui, effectivement, il m'inspire pas mal, ouais. Ah ouais. Et il me fait kiffer mon boulot aussi, quoi. Ah ouais, À chaque fois qu'une vidéo de Milo Maker sort, c'est direct. Hein. Ça recrée d'appétence. D'ailleurs, on se dit, attends, moi je vais faire pareil demain. Bah ouais, c'est ça. Et puis il y a un côté marrant à ça. Et ça désacralise un peu aussi la réparation. On le voit, on a l'impression que c'est simple. Ouais. Parce que moi, ça a souvent été ça dans la réparation. Avant que je fasse de la micro-soudure, que je fasse des formations, je regardais des vidéos, je me disais, ça n'a pas l'air si compliqué. Hop là, on met un pistolet chaud, on enlève. Mais en fait, il y a des températures. Enfin, c'est une recette de cuisine, quoi. C'est comme apprendre à faire la cuisine, quoi. C'est pareil. Il y a vraiment des recettes à connaître par cœur, à appliquer. Et puis une capacité d'adaptation aussi à des cas en fonction de ce qui peut arriver. Mais ouais, non, lui, il m'a beaucoup aidé dans mon développement et dans ma passion pour la réparation. Ouais. Ça arrive parfois de tomber sur un ordi, un portable, peu importe, où impossible de comprendre pourquoi ça marche pas. Vraiment, on regarde tout, on teste tout et ça marche pas, mais on comprend pas pourquoi. Ça arrive. Alors souvent, comment dire, c'est électronique, donc tout part de 0 et 1, de on-off. Donc normalement, il y a toujours une cause à trouver. La question, c'est ça c'est le problème auquel on est confronté, c'est le temps qu'on a et l'argent en fait. Parce que moi, si je passe 6 heures à faire le diagnostic pour que le client me dise bah non en fait je vais pas faire réparer, etc. En fait c'est toujours une histoire de jauger combien de temps on peut passer sur un appareil. Quand c'est une histoire de récupération de données, là en général on met le paquet et on arrive à sortir des choses. Mais quand c'est un vieil iPhone 6 qui est tombé dans l'eau et qu'il y a beaucoup de choses à refaire, là effectivement on coupe court en général. Parce que d'expérience je sais que passer 6 heures sur un iPhone 6, dire à la cliente bah ce sera 200, oh non mais 250 c'est trop cher pour moi, moi j'étais prêt à mettre 50 € max. Ah oui. Donc c'est souvent ça aussi. En général on peut quasiment toujours trouver les pannes, mais c'est une question de temps qu'on peut passer là-dessus quoi. Donc et une question d'argent quoi, c'est tout le temps ça. Mais en général et puis même si moi j'arrive pas, j'ai aussi des collègues dans la réparation dans toute la France qui sont spécialisés Android, spécialisés MacBook, spécialisés plein de choses, donc souvent je les appelle si j'ai un problème, ils vont me dire teste ça. Et puis parfois c'est juste ce qu'on appelle le processeur par exemple qui est mort, le processeur étant soudé, etc. Ça c'est des opérations qui valent tout de suite 600-700 €. Donc là on arrête tout de suite quoi. Voilà. Mais il y a un bon réseau du coup enfin c'est de l'entraide plutôt le milieu de la réparation c'est informatique. Beaucoup d'entraide. C'est pas concurrentiel. Franchement non, je trouve pas parce que après faut non parce que c'est en fait techniquement la réparation c'est quand même encore assez jeune on va dire par rapport à d'autres commerces. Mais oui, c'est très entraide. Après, je pense que ça vient aussi des tempéraments. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai toujours été dans l'entraide avec les autres et du bon contact. J'ai pas fait à l'envers à des gens. On a toujours bien bossé. Du coup, très souvent quand on a un problème, on s'appelle. Inversement, moi, je suis appelé, 3-4 fois par semaine au moins, par d'autres réparateurs de la ville. Ah, Antoine, là, j'ai un problème, tu te rappelles, tu m'avais parlé de ça te dit quelque chose. Et puis c'est important, c'est hyper important, c'est aussi comme ça qu'on apprend en fait. Et effectivement je trouve qu'on se cannibalise pas trop, il n'y a pas ce truc là de quand on est arrivé ici on allait se présenter à un réparateur qui est pas loin, il a été super sympa, super accueillant, comme il nous a dit, à manger pour tout le monde et je crois que c'est le cas. Donc je trouve que le milieu de la réparation est plutôt basé sur l'entraide. Voilà. Parce que je crois qu'on est tous confrontés à des moments, tu vois, tu me posais la question tout à l'heure, à des moments où tu ne trouves pas, et ça c'est le pire pour un réparateur. Donc le mieux pour justement gagner du temps, c'est d'appeler les collègues, toi voir ce que tu peux faire, appeler les collègues, et puis passer à autre chose quoi. Tu disais que c'était un milieu qui était finalement assez jeune, le milieu de la réparation informatique. Est-ce que tu penses qu'avec la conscience écologique, avec également, j'ai vu qu'il y avait le droit à la réparation, une loi qui est sortie il y a quelques années, qui finalement met un peu le pied à l'étrier dans la réparation informatique. Est-ce que tu penses que ça nous montre que le marché va faire que se développer ou
Ou est-ce que l'obsolescence Oui. programmée peut aussi contrebalancer ça? Parce que finalement. Non, alors moi je pense que l'obsolescence programmée, elle a fait son temps. Ouais. Et que maintenant, alors après ça c'est de la théorie parce que c'est vraiment les GAFAM qui maîtrisent tout ça. Hein. Mais je pense que maintenant, bah justement en France, on est vraiment très fort là-dessus sur bah justement le droit à la réparation, la réparabilité des appareils, l'indice de réparabilité qui a évolué aussi cette année. C'est pas du bullshit l'indice de réparabilité. C'est-à-dire que quand on voit marqué 6 sur 10 par exemple, c'est Non, réellement. ouais, c'est ça, sachant que ça prend en compte plein d'indicateurs, notamment l'accessibilité des pièces, plein de choses comme ça, et ça c'est intéressant de savoir pour le client si les pièces, si les fournisseurs, si les fabricants Samsung fournissent les pièces originales, parce que c'est bien beau de réparer, mais si on répare qu'avec des pièces toutes pourries, et ben en fait le téléphone il tient 2 ans, et puis après c'est le début de la fin, donc ouais ça c'est intéressant, mais et puis UFC que choisir, aide énormément la France à faire bouger les GAFAM, etc. L'USB-C sur les iPhones c'est l'Europe, mais c'est aussi toutes les associations de consommateurs, etc. qui poussent à mort la Switch. Ça a été la grande histoire, les joysticks là, qui buggaient tous, ils avaient tous un problème de fabrication. Et ben, en Joy-Con France, Drift, c'est ça? Joy-Con Drift, exactement. Et ben, en France, c'est le seul pays où Nintendo est obligé de les reprendre gratuitement. Ils doivent les réparer gratuitement. Ah ouais. Et pas exactement. ailleurs dans le monde. Pas ailleurs dans le monde. Et ça, Non, c'est t'es vraiment en la loi Allemagne, française qui. Nintendo, ils vont te dire ok, mais tu payes ton Joy-Con, on va te le réparer, mais c'est 20 balles. En France, c'est gratuit. Et ça, c'est la loi française qui l'a imposé à C'est Nintendo. UFC que choisir. Putain, c'est Qui bien. s'est porté, qui a dit c'est pas normal, parce Ah ouais. que des Switch, ils s'en est vendu des millions sur le territoire, ils se sont dit c'est pas normal, ça arrive à 100% des Switch quasiment. En fait, ça finit toujours par arriver. Ça va être le gauche, on répare le gauche, puis c'est le droit, et ainsi de suite. Et c'est toujours comme ça. Et ils n'ont pas revu la fabrication des Joy-Con, donc ils ont dit bah à ce compte-là, vous les reprenez gratuitement. Donc Nintendo s'est plié. Et alors, ça veut pas dire que c'est pas galère. Moi j'ai un ami qui a essayé, c'est 3 mois d'attente, etc. Il te balade, hein. Il te balade, hein. Mais en France, Nintendo remplace les Joy-Con gratuitement, enfin en tout cas répare Ok. les Joy-Con Drift gratuitement quoi. C'est vachement intéressant. Et voilà, ça plus le label Cali Répare qu'on a aussi en France. Alors nous on n'est pas encore agréé, on est en train de faire tout. C'est long l'agrégation. Ouais, et puis je sais pas combien de temps ça va durer aussi parce que vu comme ils sont un peu enfin ils ont pas hyper envie de faire rentrer beaucoup de réparateurs, du coup bon, on se demande si ça va rester encore longtemps quoi, le Cali Répare. Mais bon, en tout cas c'est une belle initiative de l'État, et effectivement la réparation est dans l'air du temps. Mais en vrai j'ai envie de dire que même à l'époque, sans parler d'électronique, mais l'humain a toujours aimé réparer en fait les choses. On a toujours réparé ce qu'on pouvait, les grippins, les machins, etc. Et c'est vrai que maintenant effectivement il y a des petites malversations qui sont faites sur certains appareils pour faire en sorte que ça tienne un peu moins longtemps, même si on se rend pas compte, mais par exemple les cartes mères de téléphone ou d'ordinateur, il y a énormément de composants sur des lignes de fonctionnement principales qui sont dupliqués. Parce qu'en fait quand un téléphone chute, on va voir l'écran, tout, il est nickel, oh super j'ai eu de la chance, mais en fait à l'intérieur il y a peut-être un petit composant qui s'est cassé. Et en fait ils en mettent plein sur la même ligne pour faire en sorte que ce composant qui était utilisé à 10%, que chaque composant soit utilisé à 2%, s'il y en a un qui pète, les autres ils passent à 20% d'utilisation. S'il y en a un deuxième qui pète, il passe à 30%, et en fait on se rend pas compte, mais sur 6 ans d'utilisation d'un téléphone, on se retrouve peut-être avec un téléphone qui a 3-4 composants qui ont claqué, mais comme ils ont été mis en série, ça peut encore tenir, parce que s'ils faisaient pas ça, bah c'est sûr qu'en une chute le téléphone il s'éteint. Ouais. Donc d'un côté ils pensent quand même au fait que c'est censé être un peu durable, et de l'autre, Apple ils supportent pas que quelqu'un garde son iPhone 10 ans. Ouais. Pour eux c'est pas intéressant. Voilà. Et les mises à jour aussi pour nous forcer un petit peu. Du coup ils attaquent le logiciel, ils vont pas envoyer quelqu'un chez nous pour nous enlever des composants de la carte mère, mais par contre le logiciel ça ils peuvent faire. Il y a eu du progrès on va dire sur l'obsolescence programmée d'un point de vue hardware, c'est ça. Mais d'un point de vue software par contre il y a toujours de la malversation. Quand je pense par exemple à Windows 11 pour moi c'est un scam à échelle mondiale sur la manière dont ça bouffe les composants, sur la manière dont ça bouffe de la RAM, de la puissance en permanence pour faire tourner des processus à la con en fond. Ah ouais, enfin, bah ça c'est Windows presque de manière générale. Hein. Ouais. Tous ceux qui ont eu des Windows et qui sont passés sous Linux, ils se sont rendus compte que d'un coup leur RAM et leur processeur ils étaient libérés. C'était le jour et la nuit. Mais c'est vrai que ça c'est Windows, ça a toujours été comme ça, beaucoup de processus qui tournent, beaucoup de choses comme ça. Mais après je pense que c'est pas...
Windows, c'est ce que c'est, voilà. Et ils vont changer aussi. Windows 12 va amener pas mal de modifications, notamment les gamers commencent à en avoir marre de Windows parce que en fait, c'est pas optimisé, quoi. Ça bouffe des ressources pour leur jeu, etc. Donc du coup, ils sont en train d'avancer, mais petit à petit, quoi, parce que tant que ça se vend, ils y vont. Et puis Windows, c'est Windows, quoi. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Il y a macOS, mais voilà, pour un gamer. Il y a des OS alternatives de Windows qui ont été faites par des fans. Oui, plus light, avec moins de services, etc. Ouais, c'est vrai. Mais un peu gamer, qui ont été épurés. Ouais, c'est ça. Mais parfois, il peut y avoir aussi des problèmes à l'utilisation. Donc voilà, rien n'est vraiment parfait, de toute façon, quand on rentre dans ce monde-là. Mais pour résumer, je trouve que quand même ça avance dans le bon sens. En fait, disons qu'ils ont essayé de profiter, là, on va dire, ces 10 dernières années avec beaucoup d'obsolescence. Moi, j'ai vu par exemple des ordinateurs sur lesquels ils se sont mis à enlever les filtres d'étanchéité sous les claviers. Ah ouais. Ça, c'est le problème numéro 1. T'es en train de travailler, tu renverses ton café, hop, le clavier, et en fait j'ai vu des PC où ils avaient carrément, à l'époque ils mettaient des petits filtres en plastique histoire au moins de garder le café entre le clavier et la carte mère, et j'ai vu des ordi hyper premium où en fait sous le clavier mais tu vois la carte mère, quoi. Donc là tu te dis le truc il était sur une tangente direct à la sortie du magasin, quoi. Et là ils sont en train de revenir en arrière, voilà. Apple aussi pendant, j'ai envie de dire entre 2017 et 2016-2019, ils ont commencé à rendre difficilement réparables leurs appareils. Et là maintenant, les claviers, on ne pouvait plus les changer sans détruire vraiment une partie de l'ordinateur quasiment. Maintenant, ils sont revenus en arrière, ils ont remis des vis, on peut dévisser, revisser un clavier. Voilà. Et il y a des petites améliorations comme ça, parce qu'aussi je pense que maintenant ça va être classe pour eux d'avoir un indice de réparabilité à 9, etc. Tu vois, donc ils vont avoir besoin aussi de ça. Voilà. Il y a aussi, alors c'est peut-être une question qui est plus globale, mondiale, mais il y a la question des minerais rares et des composants, c'est-à-dire que pas forcément spécialement les claviers, mais les cartes mères, les processeurs, les GPU surtout, là on le voit avec la course aux cartes graphiques pour le minage de Bitcoin, pour toutes ces choses-là, on est limité en termes de minerais rares sur la planète, et à un moment, changer de PC tous les 2 ans, c'est foutre à la poubelle un GPU, un CPU qui est potentiellement fonctionnel. C'est ça, complètement. Donc, et c'est là que le reconditionné aussi, reconditionner l'occasion a sa part à jouer, quoi, parce qu'effectivement tout le monde n'a pas besoin du dernier truc sorti, et puis donc du coup c'est nous par exemple on vend énormément de PC Windows qui ont déjà 5-6 ans au compteur, mais qui sont faits pour durer encore plus de 10 ans. Je vois un Lenovo ThinkPad à 357 €, c'est pas cher, achetez-le. Tu vois, par exemple celui-là il a déjà 5 ans. Mais il est immaculé, quoi. Ouais, il est nickel. Il est nickel. Est-ce que je peux faire un petit peu tu fais un plan d'insert à ce moment-là. Il a servi dans des entreprises. Ça c'est sûr que les Lenovo c'est pas les plus sexy du marché, mais c'est fonctionnel et ça tourne super bien. Et c'est vrai que le reconditionné a bien changé les choses aussi. Je vois, garantie 16 mois, c'est votre garantie à vous. Garantie 18 mois. 18 mois, c'est moi qui ai mis mal. 18 mois, de loin j'arrive pas à voir. 18 mois. La police elle est un peu garantie 18 mois. En fait, il y a une garantie légale sur le reconditionné qui est d'1 an en France. Et même en Europe, globalement. Et nous, on y appose 6 mois de garantie commerciale derrière. Preuve de la confiance qu'on a en nos appareils. Voilà. On sait que certains vont garantir à 36 mois, à vie, etc. Nous, on part du principe que quand même 18 ans, 18 mois, c'est bien. 18 ans, c'est long. Ouais, 18 ans, c'est très long. 18 ans, on sera peut-être même plus là, tu vois, on va savoir. Mais on part du principe que c'est déjà bien et que de toute façon, dans tous les cas, on reste un commerce. Donc, si y a un problème même hors garantie, ils viennent. Moi, je pense que l'essentiel pour les clients, c'est qu'ils aient une solution proche de chez eux, fiable, qu'on puisse prêter aussi un appareil s'il y a un problème. Voilà, ça c'est la grosse différence avec Internet. On est forcément plus cher qu'Internet, c'est obligé. Mais par contre, le client, son téléphone ne s'allume plus, on en a 10 en stock. Donc il repart tout de suite avec un téléphone et nous on se débrouille. Plus cher, pour moi, c'est pas forcément vrai sur un point. C'est que, en fait, c'est une question de service offert. Finalement, sur Internet, effectivement, on va se dire la réparation me coûte tant. Mais ça veut dire qu'il y a un envoi, qu'il y a du délai d'attente, qu'il n'y a pas de communication avec le vendeur, qu'on n'a pas une forme de transparence sur ce qui va être fait, on n'a pas de produit de remplacement. Donc en fait, la différence de prix, c'est pas une différence de prix de local Internet, c'est une différence de service offert. Vous offrez factuellement plus de services qu'un réparateur sur Internet. C'est ça. Donc pour moi, la différence de prix, elle est justifiée finalement par la gamme de services que vous offrez en plus. Complètement, mais du coup, c'est à nous de le justifier. Parce qu'il faut se mettre dans le processus d'achat d'un client. Lui, il veut juste un nouvel iPhone 12. Donc il va regarder sur Internet, il va le voir à 250. Il va venir chez nous, on va être à 400.
client. Mm. Il va dire mais pourquoi Mm. Il va dire je suis désolé, voilà. Et puis il y a les clients, comme je dis souvent, qui cherchent un prix. Eux, leur but c'est de faire une bonne affaire. Enfin, d'avoir l'impression de faire une bonne affaire en payant vraiment pas cher. Mm. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, Internet c'est pour eux. Et puis effectivement, une fois qu'ils viennent en boutique, qu'on leur explique comment ça marche, etc., qu'ils peuvent le toucher, vraiment voir le truc. Là, effectivement, il y a des décisions qui se prennent aussi en boutique. Et très souvent, on nous dit ça. On nous dit, moi, je préfère l'acheter chez vous. Bah oui. Même si vous êtes plus cher, moi, je viens chez vous. Voilà. Vous avez déjà réparé ça pour ma belle-mère, pour un j'ai confiance, je viens. Voilà. Et puis parfois, on essaye de pas jamais de s'aligner avec Internet, parce que si on s'aligne, en fait, on perd de l'argent. Bah oui. C'est ça qui est complètement fou. C'est que moi, ce que j'explique souvent aux clients, c'est que des fois, il y a des réparateurs, des reconditionneurs qui sont même pas en France. Donc eux, le taux de TVA, par exemple en Estonie, il est à 11%. Donc ça n'a rien à voir. Et puis la masse salariale, pas la même. C'est pas la même. Le loyer à les Lyon. flux sont pas pareil. Voilà, nous, on est à Lyon, etc. Les loyers, tout ça, il y a plein de choses comme ça à prendre en compte aussi. Mais ça, il faut toujours bien l'expliquer aux clients. Pas partir du principe que voilà. On est plus cher et c'est comme ça, et voilà. On a essayé de globalement à un moment de s'aligner, mais c'était impossible. En fait, pour développer sa marque, etc., et proposer encore plus de valeur aux clients, c'est pas possible. Il y a un prix de la qualité et de la confiance. Hein. Exactement, voilà. C'est exactement ça. Ici, vous avez une spécialité un peu tous les trois, ou chacun finalement touche à tout? J'ai envie de dire que moi globalement, je suis un peu tout terrain. J'ai été à peu près formé à tout. Après, du coup, comment c'est organisé ici, c'est que moi je fais surtout tout ce qui est téléphonie. Ouais. Parce que c'est, allez, on va dire 75% du boulot quand même. Tout ce qui est téléphone, tablette. C'est ce qu'on vous demande le plus, c'est vraiment téléphone, tablette. Ah ouais, tu sais, écran cassé, batterie. C'est tous les jours. Ma batterie tient plus, nani. C'est ton frère qui m'a réparé mon téléphone. Hein. Ouais. Donc tu vois, voilà, il y a ça. Donc énormément de téléphones. Et après, donc moi ça je m'en occupe parce que c'est assez minutieux, des tout petites vis, etc. Machin. Mon père, lui, va plutôt s'occuper de tout ce qui est ordinateur, Mac, les iMac et compagnie, tu vois, upgrade d'iMac, ça c'est aussi une grosse demande. Beaucoup de gens ont des iMac chez eux et pareil, c'est obsolète au bout de 7-8 ans et c'est des belles machines. Du coup, les remettre au goût du jour, on en a à peu près 2 en rotation toutes les semaines, quoi. Et ça, c'est plutôt mon père qui va gérer ça. Et puis, partie aussi un peu logiciel, réinstallation des Windows, etc. Et puis, Martin qui vient d'arriver, lui, je pense pareil, il va être un peu comme moi, entre les deux, capable de faire de la téléphonie, du logiciel. Donc ouais, on touche un peu à tout. Dans l'organisation pure, je sais que, comme on fait relais colis, mon père, lui, va plutôt s'occuper des relais colis pour que moi je sois dédié vraiment au reste. Et puis après voilà, on s'empêche pas de toucher un peu à tout. Et puis du coup, mon père qui lui fait surtout ordinateur, etc., grosses œuvres, petit à petit, quand on a le temps, on essaye de lui apprendre. Parce que moi, je trouve qu'en apprenant à changer une batterie d'un téléphone, on prend aussi la confiance pour le faire sur un ordi. Tout est un peu lié, la batterie reste collée, c'est juste qu'au lieu d'être grande comme ça, sur un ordi elle est grande comme ça. Mais c'est juste une histoire de confiance en fait, donc il faut pratiquer. Voilà, dire que je veux pas toucher téléphone, pas toucher tablette, à vie, ça fait qu'au bout d'un moment tu vas caper dans ta capacité de réparer, ne serait-ce que même des ordinateurs. Donc c'est important d'avoir cette envie de toucher à tout, mais c'est sûr qu'on a les données des clients entre les mains, on a beaucoup même de la valeur. Quand quelqu'un vient pour un changement de batterie et qu'on casse l'écran, il faut qu'on assume, il faut qu'on change l'écran. Voilà. Donc, tu parles des données, parce que j'ai quelques questions là-dessus, ouais. Plus ou moins rigolotes. Déjà, pour rassurer tout le monde, je veux que vous êtes soumis au RGPD et à toutes ces choses-là. Exactement. Interdiction de divulgation de exactement, ça c'est obligatoire. Ouais. Ça concerne y compris les fichiers illégaux, si vous tombez sur des choses qui sont proprement illégales. Après, il y a illégal et illégal. Je te cache pas qu'on est rarement tombé sur des trucs illégaux, à part de petits Game of Thrones, saison 1, saison 2, sur un disque dur. Voilà. Ça arrive. Voilà, donc dans ces cas-là, pas vu, pas pris. Voilà. nous, on récupère, et voilà. mais après, d'autres trucs. Alors, ouais, j'avoue que moi, c'était une grande question que je m'étais posée. Si on tombe sur des choses pédophiles, c'est ça, comme ça. On pense aux pédophiles tout de suite sur Internet. Qu'est-ce que je ferais J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que parce que c'est vrai que normalement, parce qu'en fait nous on n'est pas soumis au secret professionnel techniquement, donc effectivement on pourrait aller balancer et je pense que c'est ce que je ferais. Ouais. Voilà. Si
je sens qu'il y a un danger, quelque chose. Parce qu'en fait, nous, on fouille pas, on peut pas fouiller. Oui. Nous, on récupère, on transfère. Mais s'il y a un truc qui s'ouvre en grand, Le voilà. truc qui pop, quoi. Voilà, un peu ce qui est arrivé au fils de Joe Biden aux Ouais. États-Unis, qui avait laissé son ordinateur chez un réparateur, il n'était jamais allé le récupérer, le réparateur il a fait un petit tour dessus, il est tombé sur des folies, Ouais. ça a fait petit scandale là-bas quoi. Ouais. Donc voilà, mais je pense que nous effectivement on irait peut-être voir la police si on sent que typiquement pédophile, ouais non mais c'est même Ça, sûr. je pense même C'est que même c'est sûr. une obligation légale, il me semble Ouais. d'ailleurs, que Ouais. ce Ouais. genre de choses. Franchement, c'est- c'est vrai que là-dessus je me suis même pas renseigné, mais enfin, moi en tout cas je pourrais pas m'endormir le soir Bah, ça, en me je disant comprends tout à fait. j'ai fait ma presta et je laisse, je pourrais pas. Non, faut non, vivre non. après avec ça sur la Ouais, conscience. hein. non, et puis même, je pense que c'est aussi notre Exactement. métier d'empêcher ça aussi, si on peut à notre manière, quoi. Notre devoir aussi de citoyen, je pense, de dénonciation de ces Ouais. actes-là. Exactement. Ouais, elle fait sa petite vidange pour rester en forme longtemps. Est-ce qu'il y a une typologie un peu type du client ici? Sur Croix-Rousse, client très sympa. Pour avoir Ça, c'est fait- l'argument marketing. Ouais, hein. Non, pour avoir fait d'autres boutiques, franchement, ici c'est vraiment hyper agréable. Croix-Rousse, c'est Il n'y un a pas une quartier. tranche d'âge, il n'y a Ouais. pas. Non, je dirais que c'est assez hétérogène, on a tout, hein. Ouais, on a des petits jeunes qui viennent faire réparer leur téléphone cassé à l'école, avec les parents qui viennent payer à la fin, pas mal de seniors aussi. On a eu un article dans le Progrès qui nous a bien aidé. Ouais. Voilà, pas mal de seniors aussi parce que ils sont un peu isolés aussi hein, avec leurs problèmes et la famille ne peut pas tout le temps les aider tous les jours, etc. Donc pas mal de seniors et de professionnels. C'est un bon mélange de ça, ouais, de parents, d'adultes avec leurs enfants, etc. Des appareils de la maison, les seniors et les pros. Voilà, pas mal de pros sur Croix-Rousse. Pas mal de pros, de boîtes de com, d'architectes, etc. qui ont justement c'est- des flottes d'iMac, de trucs. C'est et ça, voilà, c'est des pros qui utilisent l'informatique, mais qui ne sont pas finalement des professionnels de l'informatique. Non, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, non, oui, c'est ça. Quand je dis professionnel, c'est des entreprises du coin, quoi. Voilà, voilà. des archers, des banques, des machins. Voilà. Plutôt des trucs qui ont, comme tu disais par exemple de l'architecture ou autre, mais est-ce que par exemple vous bossez aussi avec des boîtes qui ont des DSI, ce genre Alors, de structures un peu plus grosses hein. Alors, on est en projet de faire ça, parce que ce qui manque aussi souvent, c'est le temps, parce que du coup, des grosses boîtes comme ça qui ont besoin de quelqu'un dédié, ça prend du temps. Mais là, c'est en projet en ce moment, ouais. Ok. Donc, essayer de gérer les flottes d'entreprise, gérer les SAV, gérer des systèmes de tickets, quoi. Peut-être encore, hein. Bon, là, déjà, on est 3, on stabilise. Et puis, effectivement, en fin d'année, on aimerait bien peut-être ouvrir une deuxième boutique. Ok. Voilà. Dans le coin Sur Lyon toujours. Ouais, sur Lyon toujours. Moi j'aimerais dans le 2e arrondissement, quelque chose comme ça. Parce que c'est là-bas que j'ai commencé. Et du coup je connais aussi un peu le quartier. Et je retrouve un peu l'âme qu'il y a ici à Croix-Rousse. Même si Croix-Rousse ça fait quand même vraiment village. Ça c'est vraiment sympa. Mais voilà. Et puis surtout faire en sorte que les deux boutiques ne se cannibalisent pas non plus. Et premier, on est quand même très proche. Nous, on vient du premier. C'est vrai que quand on a cherché finalement à réparer, notre premier réflexe c'était d'aller dans plutôt les grosses boutiques. C'est-à-dire, on est passé chez LDLC, on est passé chez l'ancienne boutique de ton frère qui était une chaîne. oui, c'est ça. Une chaîne. Ouais. Et il a bien fait de. C'est ça. Ouais, il a bien fait de nous conseiller de venir ici parce que je tiens à le dire, on a été plutôt très bien accueillis chez ton frère parce qu'il est fortement sympathique, mais on a été très très mal accueillis chez LDLC. Vous êtes allé au LDLC de la Presqu'île là. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. On nous a déjà raconté un peu n'importe quoi sur les réparations, on nous a annoncé des prix qui étaient démentiels par rapport à ce qu'on a pu avoir ici, et on a eu un accueil qui était très froid parce qu'il y a une sorte de désinvestissement, je pense aussi, qu'on est juste le simple employé d'une chaîne, et l'implantation des artisans, pour moi, locaux qui en fait vivent dans leur entreprise, ça donne une motivation, une envie de défoncer beaucoup plus pour le client finalement. Mais je oui, pense, hein. ouais, c'est ça clairement. Et puis surtout vous étiez venu pour une histoire de données. Pour moi les données on en parlait tout à l'heure. Pour moi c'est le plus important. C'est le plus important parce que c'est vraiment une part de la vie hein, quand même des gens. C'est du boulot, ça vaut quelque chose quoi. Donc du coup effectivement là-dessus on s'y est mis vraiment quand on s'est installé
est là. Hein. Moi, je faisais un peu de récup de données avant, etc. Mais surtout sur carte mère, moins les disques durs, clés USB. Et là, maintenant, ça y est, avec les USB, etc., on récupère énormément. La comptabilité, il y a des magasins à côté qui ont des clés USB cassées, je récupère la comptabilité, quoi. Quand c'est un an de compta... c'est important, ça. Ah ouais. Et puis des fois, c'est le poste aussi de certains employés qui est en jeu. Hein. Surtout en mai, quand les impôts arrivent, quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, non, ça c'est hyper important pour nous. Et effectivement, l'accueil client, alors moi, ça c'est le truc, je fais ce métier pour ça aussi, parce que j'adore l'humain, de base. Donc forcément, pour moi, il y a des gens, c'est pas ça. Ils sont pas trop fans de l'humain, ils font, je sais pas, alors le DSC je les connais pas, mais peut-être que c'est juste des geeks. Et qu'ils veulent travailler dans l'informatique, entre guillemets, mais que du coup, le rapport humain, ça les gave. Le service client, etc., tout le monde n'est pas hyper avenant, hyper sympa aussi parmi les clients. C'est pas pour jeter le discrédit sur LDLC, parce que ça se trouve, j'aurais passé un autre jour, j'aurais été très bien accueilli, peu importe. Mais j'ai quand même cette impression que quand il s'agit des chaînes, on n'a pas le même investissement que quand il s'agit d'un artisan local qui, lui, finalement, joue son entreprise. C'est moins humain. Disons que toi, vous, quand vous êtes venu, vous avez directement traité avec les deux fondateurs, les deux cofondateurs. LDLC, Laurent de la Clergerie, il est dans les bureaux à Lasvel, là, je sais pas où, à Lasvel, machin. Ça s'est perdu, c'est sûr. Quand il a commencé, ça devait être ce petit artisan passionné d'informatique, etc. En plus, lui, je crois qu'il a commencé à Villefranche-sur-Saône, je crois, un truc comme ça. Donc, il a dû commencer comme ça. Et effectivement, ça va être peut-être le challenge qu'on vivra nous plus tard. C'est quand il y a 3-4 boutiques, une boutique à Dijon, une à Paris, comment est-ce que ça suit derrière, quoi? Est-ce qu'on aura les mêmes avis Google ici à Croix-Rousse que dans le 16e à Paris? Ça, c'est le gros challenge. 350 boutiques en France. C'est ça. Tu seras avec votre pied en éventail à Chypre. Puisque les clients aussi apprécieront, est-ce qu'on arrivera à garder ce côté petite boutique familiale? Parce que là, effectivement, c'est une boutique familiale. On est trois, on est père, frère, donc forcément, c'est familial et ça, les gens aiment bien. Là, bien sûr. Et là, si on recrute encore une personne, la quatrième personne qui arrivera, ce ne sera pas quelqu'un de notre famille. Donc à partir de là, déjà, va y avoir une rupture. Vous êtes 3 frères, le troisième, il n'est pas dans l'informatique? Non, lui, il est dans la psychologie, alors autant vous dire... Psychologue, moi. Non, c'est vrai? Bah oui, bien sûr. Lui, il est dans la psychologie. Donc au pire, ce sera un RH. Non, ne dis pas ça, on ne fait pas un RH. Un RH de luxe. Non, mais et puis je pense que c'est bien qu'on ne soit pas tous dans la même famille, dans le même métier, parce que sinon les réunions de famille, ça va être l'enfer. On va parler que boulot, il y aura plus, on n'aura pas rien à se dire, quoi. Tu sens qu'il y a une différence dans la manière dont vous vivez finalement les relations familiales depuis que vous bossez ensemble? Franchement, non. Non, parce qu'on a toujours été quand même assez ouverts à la discussion, à se dire les choses, etc. Donc honnêtement, non, je trouve que ça n'a pas trop changé, si ce n'est qu'on a toujours été proches en fait déjà. Donc là on l'est toujours du coup, mais non, je trouve que ça va, il n'y a pas eu de gros changements, mais c'est vrai que ça c'est un truc que beaucoup de clients nous disent, ils disent comment on fait pour bosser en famille? Moi j'aurais jamais pu, mon père, ma mère je pourrais pas, etc. Mais bon, je pense que ça c'est un truc qui se fait comme ça, ça dépend. C'est ça, c'est notre histoire familiale, on a toujours été assez ouvert à la discussion et du coup là la collaboration se passe bien, quoi. Super. J'ai des petites questions un peu techniques et on verra après, au pire si au montage on les met un peu avant après, ça c'est pas important. Déjà je me demandais si tu pouvais changer un truc, forcer un truc chez les fabricants, les forcer à changer une chose, à améliorer une chose, c'est quoi le point d'amélioration numéro 1 pour toi? Chez les fabricants d'ordinateurs, téléphones, etc. Électronique de manière générale. Si je devais les forcer à faire une chose... fournir les pièces originales. Que tous les fabricants, par exemple Apple, maintenant ils se mettent à les fournir, mais elles sont hors de prix. Une batterie va être à... Si j'achète une batterie Apple, c'est 100 €. Moi, c'est le prix que je vais... après, le client, je facture combien sa batterie? Donc, 100 € la batterie. C'est pas... Voilà. Et en fait, eux, et en Apple Store, ils facturent 100 € aussi. Donc, du coup, en fait, nous, en tant que réparateur indépendant, moi, si je veux une vraie batterie Apple, je me fais allumer. Donc, Apple, là-dessus, je leur en veux un peu, c'est qu'ils fournissent pas encore bien les pièces d'origine, comme le fait Samsung, en fait. Samsung fait ça bien. Samsung fait ça super bien. Et j'aimerais que ce soit pareil sur les PC. Parce que autant sur les téléphones, Xiaomi, etc., ils fournissent un peu les pièces pendant 2 ans. Samsung fournit les pièces pendant 10 ans. Apple, bof, mais bon, ça va arriver, je pense. Mais les ordinateurs, c'est la merde. On veut une batterie originale Dell, pareil, il faut l'acheter sur le site, c'est hors de prix. Ils n'ont pas vraiment de revendeurs, etc.
toutes les marques n'ont pas de batterie originale et du coup ça fait que c'est la jungle. Parce que du coup il y a plein de gens qui vendent des pièces soi-disant d'origine mais c'est pas de l'original. Et moi justement d'expérience, j'ai déjà bossé avec des pièces compatibles, c'est pas bon du tout, c'est le début de la fin. Ouais. Donc ça pour la durabilité des appareils, pareil, c'est pas bon. Je trouve ça complètement contre-intuitif de faire réparer, de mettre une pièce compatible. On fait réparer pour faire durer. Bah oui. Si on met une pièce compatible qui est imitée, etc., qui sort pas des mêmes usines, etc., Ça pète au bout de 6 mois. ça pète au bout de 6 mois. Du coup, le client, qu'est-ce qu'il se dit ? Ah, j'aurais jamais dû faire réparer. Je savais, oh là là, c'était sûr, j'aurais dû racheter à ce moment-là parce que là j'ai investi 100 €, nanana. Ça crée des problèmes pour rien. Alors que quand on place des pièces originales, genre typiquement quand je bosse sur du Samsung, le taux de retour il est quasiment à 0% en fait. Donc du coup c'est merveilleux. Là c'est vraiment intéressant parce que c'est moins cher pour le client. Moi j'ai pas à repasser 3-4 fois sur un appareil, etc. Et au moins on garde confiance en ces machines quoi. Et la réparation dans Voilà. son ensemble finalement. Donc franchement ouais, fournir les pièces, s'engager à fournir les pièces, je sais pas 7 ans, 10 ans pour toutes les marques, que ce soit ordinateur, tablette, téléphone. Ça pour moi ce serait un grand pas en avant pour la réparabilité. Ok, super. Comment on se préserve des virus quand on doit réparer des PC, des portables, des clés USB, des disques durs qui peuvent être potentiellement complètement vérolés parce que le client il arrive sans une forte connaissance informatique, il peut se dire bah tiens moi ça bug, ça marche plus, alors qu'en fait derrière tu as l'intégralité des trojans russes qui sont dedans. Ouais, alors ça bon, ça arrive rarement, mais ce qu'on fait en général nous quand c'est une clé USB, on la passe dans ce qu'on appelle des sandbox. En fait on va démarrer un Windows, un Windows jetable. Une virtual machine finalement. Une virtual machine, c'est ça exactement. Voilà, moi j'appelle ça sandbox, mais oui c'est ça, c'est une machine virtuelle en fait dans laquelle on va directement ouvrir la clé et vérifier. Comme ça, si c'est verrouillé, c'est juste la machine virtuelle, on éteint le PC, il redémarrera plus jamais, il n'existe plus. Ouais. Donc du coup ça c'est ce qu'on fait en général nous pour tester. Sinon en général, souvent en fait les virus sont dans les ordinateurs même des clients. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que on éteint l'ordi tout de suite et puis on réinstalle tout de suite le système en fait. On cherche même pas à essayer de naviguer dedans, de voir d'où ça vient. On fait pas trop de rétro-engineering sur les virus, déjà parce qu'on n'a pas le temps. Donc, et puis en plus c'est pas vraiment notre métier de faire des antivirus. Donc voilà. Et un autre truc aussi qu'on dit souvent aux clients, c'est d'éviter d'installer des antivirus en plus de Windows Defender, parce que souvent les antivirus ils vont surcharger le PC et créer des problèmes pour te les enlever. Ils vont te mettre grosse alerte, attention, et en fait quand tu lis l'alerte c'est juste pas de vérification en fait depuis la semaine dernière. Ils créent en fait c'est une espèce de business de la peur. Et je trouve ça les Norton, McAfee, etc. Même John McAfee c'était un putain de brigand. D'accord, lui il a une vie. Mais voilà, mais pour résumer le truc quand même, parce que il sort pas de nulle part et c'est pas le seul. Donc voilà, après il y a les Kaspersky et tout, mais c'est pour moi c'est un peu Windows de l'arnaque. Defender suffit largement. Franchement Windows Defender, il y a une mise à jour par semaine quasiment de Windows Defender qui rajoute plein de nouvelles sécurités. De toute façon même avec nous on a des clients, même avec un Avast et un Windows Defender ils se tapent un virus. Donc dans tous les cas sur internet, sur un Windows, si tu veux choper un virus tu l'auras. Si tu veux regarder du streaming, que tu sais pas comment ça marche, que tu connais pas les sites, que tu cliques de partout sur regarder et tac, tu vas te taper une merde. La plus grosse source de virus, c'est ça va être plutôt le streaming. De ce qu'on comprend, parce que les clients nous disent pas toujours qu'est-ce qui s'est passé pile avant le drame. Il y a streaming quoi. C'est je suis allé voir Game of Thrones, la version particulière. Mais là, le dernier qu'on a eu, c'est ça, c'était le site de streaming, effectivement, c'était un épisode de série, ça devait être Succession, je sais pas quoi. Elle s'est trompée de bouton regarder. Tu sais, sur le site de streaming, t'as toujours regardé ici, caca ici, Elle s'est trompée et là, fête foraine. Ah là, ça a bipé dans tous les sens, on pouvait plus rien faire, le truc il était mort. Et en plus, ils ont installé automatiquement comme un TeamViewer pour se connecter à distance sur l'ordinateur. On a pu quand même regarder l'historique que des Western Union et tout. Genre, ils ont pris le contrôle et ils ont préparé pour se faire des virements. Et ça en l'espace de 2 minutes. Ah ouais, pas mal. Donc quand ça arrive, ça arrive. Et donc ça arrive, c'est quoi ? On débranche le PC ? On éteint l'ordi, faut l'éteindre la direct. batterie. Ah si on peut, oui, c'est encore mieux, mais déjà l'éteindre c'est bien. Et puis effectivement tout de suite appeler un réparateur, tout de suite venir. Et puis nous direct, on efface tout, table rase. Javel, quoi. Voilà, exactement. Logiciel militaire, hop là, on formate tout. Et puis on réinstalle un Windows propre quoi.
Ouais. Donc, parce que après, des fois, les clients disent, ah ouais, mais j'avais des données importantes, etc. Là, c'est fini. Ah, mais là, c'est malheureusement, ouais. Sauf si c'est vraiment du vital, on peut essayer des trucs, mais pareil, c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Mais souvent, ceux qui regardent du streaming, ils regardent vraiment sur leur PC du boulot. C'est souvent le PC de la maison, sur lequel il n'y a pas toutes les données, voilà. Donc en général, on attaque direct. Ouais. Est-ce que finalement les bloqueurs de pub, ça permet quand même de limiter un petit peu, parce que je sais que le bloqueur de pub en général, un bon bloqueur de pub j'entends, va quand même supprimer la majorité des pop-up à la con qu'on peut avoir sur ce genre de site. Alors ça pour le coup, le bloqueur de pub, je trouve ça cool. Ouais, ça je trouve ça très bien, parce qu'effectivement ça permet de désengorger un peu l'ordinateur et les sites de streaming, etc. Ça va en cibler quelques-uns, même si les pubs se mettent à jour, les bloqueurs de pubs aussi, donc c'est une guerre éternelle. White hat, c'est éternellement la guerre entre les deux. Exactement, ce qui s'est passé avec YouTube récemment, là ils ont décidé de faire la guerre, ils ont quasiment gagné, et encore, c'est pas encore ça, mais ouais, c'est une guerre infinie, mais effectivement les bloqueurs de pub c'est pas mal. C'est pas mal, ça permet de désengorger un peu, même sur les téléphones aussi, sur les téléphones, même sur iPhone, on voit arriver pas mal de pubs, et du coup de bloqueurs de pub, voilà. Mais ouais, non, ça c'est important. Tout ce qui va être CCleaner, Hitman Pro, tout ça. Alors CCleaner, pareil, on a eu des petites douilles parce que justement sur le papier c'est excellent, moi je m'en suis servi pendant un moment, mais en fait le truc c'est que des fois à force de nettoyer, des fois il nettoie des fichiers registres ou des trucs et ça peut foutre la merde. Nous on a un client en passant un coup de CCleaner, alors après pareil on sait jamais exactement comment il s'en est servi, parce que normalement CCleaner il y a le mode automatique où il va vraiment supprimer que les trucs vraiment pas essentiels. Mais on a un client, il a CCleaner, blue screen, terminé l'ordi quoi. Voilà. Alors, récemment j'ai eu un problème de taille sur mon PC, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas nettoyé depuis longtemps, j'ai lancé CCleaner, il m'a trouvé quand même 80 Go de fichiers système. Ça fait plaisir. Je me suis dit ok, mais 80 Go de fichiers système, on se dit, est-ce que vraiment sur les 80 Go c'est que de l'inutile c'est ça. Et puis là tu commences à mettre ton nez dedans, tu vois des trucs HKey user, c'est ça, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Et là tu te dis bon, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et ouais, c'est vrai que CCleaner c'est non, moi ce que je conseille très souvent sur un Windows, un PC, même sur un Mac, c'est tous les 2 ans réinstaller son PC. Franchement, sauvegarder ses données importantes. Parce qu'avec le temps, on va toujours télécharger une petite série un jour sur un truc, on va installer un logiciel, en fait on n'en a pas besoin, on oublie de le désinstaller, puis en fait ce logiciel au bout d'un moment il se met à jour et puis il va installer d'autres logiciels, je sais pas, t'installes NordVPN, ils vont installer un trousseau, un machin, un truc, et en fait tu te retrouves avec 1 million de machins. Et moi je conseille souvent aux gens sur un Windows de réinstaller tous les 2 ans. Et ça permet de purger, de regagner en performance. Ça permet vraiment de faire ça fait du bien. Disque dur, on met les données importantes et puis après réinitialisation d'usine, on exactement. refoule Windows sur la clé bootée et puis basta quoi. C'est ça. Et encore même depuis Windows, on peut réinstaller Windows. Donc parfois il n'y a même pas besoin de clé bootable. Dans les paramètres, réinstaller le système et puis on réinstalle le système. En vrai c'est 1 heure à se prendre une fois tous les 2 ans. Et ça fait du bien. Moi le nombre de PC de mes amis et tout que j'ai sauvé parce que ils avaient chargé, c'était plein de trucs, ils savaient plus quoi était important, quoi était où. Réinstallation, comme il va vite, comme il démarre vite, c'est génial. Ça coûte rien. Donc réinstaller un Windows tous les ans. Et je le vois pareil avec les Mac. Les Mac avec le ils sont remplis de trucs, etc. Tout le monde ne supprime pas tout. Et du coup, ça fait du bien de purger tout ça, quoi. Voilà, c'est important, Et puis même, pour nous, c'est un peu comme chez nous, des fois, on commence à entasser plein de trucs, on se dit, ah ouais, mais ça, j'en aurais besoin un jour, etc. Ouais, mais ça, en fait, au bout de 2 ans, 3 ans, on s'en est jamais servi de ce logiciel, de ce machin qu'on avait installé une fois, on s'en est servi, puis on l'a laissé. On réinstalle tout, ça fait du bien de repartir à zéro et les machines en général elles te le font savoir. Elles te disent merci. Les boosters de performance, je parle vraiment software type alors il y en a certains c'est pour soi-disant overclock un peu les processeurs sans forcément aller dans le BIOS, mais je pense même à par exemple les equalizers APO pour augmenter le son artificiellement, etc. C'est vraiment parce qu'il y a un bridage physique des pièces du PC par le constructeur, ou en fait c'est des logiciels qui finalement utilisent une forme de manière détournée pour obtenir le résultat qu'on attend. Alors si tu parles d'equalizer, ça c'est juste que Windows de base n'en a pas vraiment, donc effectivement pour les puristes du son, il y a toujours moyen de travailler, d'aller chercher des graves, moi je préfère les graves, moi par exemple à un moment je m'en étais installé un, j'écoutais que du rap. Donc, je me suis dit moi j'ai envie de boom bap, donc je montais les basses à fond, etc. Mais ouais non, sinon c'est en fonction, c'est en fonction des gens, c'est pas obligatoire, mais c'est à voir en fonction des besoins, etc. Mais c'est pas un bridage.
C'est pas un bridage des pièces. Hein. Non, c'est pas un bridage des pièces. Et puis, je veux dire aussi, dans tous les cas, tu peux pas sortir de ton PC un auxiliaire. Il y a une carte son pour la musique. Donc, cette carte son, si elle est pas capable d'envoyer du lourd, forcément, t'es bridé. Mais tu pourras toujours installer un équaliseur qui va te donner cette impression d'avoir d'un coup des super basses, etc. Ah, mais même, une augmentation du volume sonore. C'est-à-dire que moi, je le vois sur mes PC portables, en général, à 100. T'entends pas grand-chose. Et une fois que je fous un equalizer ça assez haut, peut être les... et on peut aller jusqu'à x2 en termes de gain. Hein. Ouais, donc, mais est-ce que du coup la qualité sonore sera la même ? À partir de x 1,75, ça commence à se dégrader. Ouais, mais jusqu'à c'est ça. 1,75, franchement, ça reste une qualité très propre. En général, ça vient du matériel. Les haut-parleurs d'un PC portable, c'est grand comme ça. C'est tout petit. Speaker, c'est tout petit. Donc, effectivement, de base, Windows Breed, un petit peu, pour que ça marche partout, etc. Quand le 100% de Windows, c'est le 100% qui doit marcher sur toutes les machines Windows. Et les haut-parleurs aussi, eux, doivent être limités. Pareil, ils doivent être utilisés à 50% pour être sûr que le haut-parleur tienne 10 ans et que la membrane ne se brise pas. Oui, c'est comme les CPU qu'on limite, on va dire, en termes d'intensité électrique, exactement. alors que on sait qu'on peut l'overclock, mais jusqu'à une certaine limite. Quoi. Ouais, c'est pour la durabilité, parce que tu vois, des haut-parleurs, moi j'en ai vu claquer, c'est une style de membrane, hein, et avec le temps ça peut sécher et tout, donc pour être sûr que ça tienne 10 ans, ils vont le mettre à un certain niveau qui est correct, et après toi, effectivement, tu peux le mettre en 1x1,75, 2 fois si tu veux, mais est-ce qu'il tiendra 10 ans ton haut-parleur après derrière? Est-ce qu'il est fait pour, tu vois? Ça, c'est la grande question, parce que ça, comment dire, les Asus, si tu as un PC Asus, ils vont pas assumer. Si tu dis, ouais, j'ai utilisé un equalizer, je l'ai mis en x2 pendant 5 ans, oui, mais du coup, lui, au lieu d'être comme ça, en fait, il était comme ça tout le temps. Justement, ça me fait poser une question. On sait très bien que tout ce qui est modification hardware fait sauter les garanties instantanément. Voilà, Asus, on leur envoie le PC, s'ils voient qu'on l'a ouvert, ne serait-ce qu'une fois, terminé. Garantie, voilà. Mais les modifications software, est-ce que ça fait sauter les garanties? Pas forcément, parce que ça c'est plus compliqué pour de le détecter. Ouais, à la limite, j'ai envie de dire un overclockage sur le BIOS, bon, je pense qu'en très peu de temps on peut s'en rendre compte. Mais si la personne remet les calibrages d'usine avant de l'envoyer le PC. Si elle le peut, parce que si l'ordi a claqué. Si c'est le CPU, c'est mort. Mais par exemple pour les speakers. Oui. Moi je retire mon APO de l'ordi, je leur dis désolé, les speakers ils ont pété. Officiellement, il est tout. Ouais, c'est compliqué pour eux. Pour eux de savoir. Ouais. Tu leur envoies avec un Windows réinstallé et ils voient que le speaker il est troué, ils vont dire ah bah oui, je sais pas, il a dû être au soleil, mais bon, ça fait partie de l'utilisation, c'est normal. Ouais, on remplace. De toute façon, les garanties c'est 2 ans. Hein. Donc comme je te dis, en général, ils mettent les précautions pour que ça tienne 2 ans. Au moins 2 ans. Et après, c'est la jungle, c'est toi qui te débrouilles, tu vois, voilà. Mais il faut que ça tienne 2 ans. Voilà. Après, on vient ici, exactement, c'est ça. C'est quoi le pire mal usage qu'ont les gens en général avec leur ordinateur ou leur téléphone portable? Vraiment la chose que tu vois le plus souvent qui vient vraiment d'un mauvais usage des appareils. Qui vient d'un mauvais usage des appareils. La connerie finalement que tout le monde fait sans se rendre compte que c'est une connerie. Déjà, il y a prendre des photos dans l'eau. Ouais. Avec le téléphone portable? Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, le nombre de fois que j'ai eu mon téléphone, il s'allume plus, il a pris l'eau. Je fais mais comment ça? Il fait je voulais prendre une photo au fond de la piscine. Je dis mais pourquoi? Il me dit j'ai vu la pub, sur la pub, ils disent qu'on peut être sous l'eau, etc. machin, et ça va pas marcher. Donc il y a ça, beaucoup de gens, mais ça du coup c'est pas vraiment en mal usage, c'est surtout que les marques vendent ça comme des produits étanches, mais il y a étanche et étanche, tu vois, c'est pour ça que moi je rêverais de faire une putain de vidéo sur l'étanchéité, pour expliquer comment se propage l'eau à l'intérieur et comment est faite l'étanchéité d'un téléphone, quoi. Mais oui, ça on va dire que oui, des téléphones, voilà, des gens qui pensent que ça va dans l'eau, ça arrive souvent, ça va dans l'eau, tranquille, ils voulaient petite photo de famille au fond de la piscine, tu vois, sympa, tu ressors et tu peux juste regarder la photo et bam, écran noir, terminé. Mais sinon, c'est une question intéressante des mauvais usages. Allez, c'est pas le pire, mais c'est celui qui peut le plus aider les gens au quotidien, c'est les batteries. Les batteries lithium-ion, faut jamais les charger à fond, jamais les décharger à fond. Et ça, c'est une habitude qu'on a tous, de charger le soir, pour être à 100% le matin, être sûr d'être réveillé, que le téléphone ne soit pas éteint pendant la nuit. Et en fait, il faut le faire à l'inverse, il faut charger en se levant, en rentrant.
et en se levant. Moi, ce que j'explique souvent, c'est la règle des 20-80. À 80%, on débranche, 20% on met en charge. Voilà. Maintenant, il y a de plus en plus ça directement sur les téléphones. Ouais, je vois sur les iPhones, maintenant, ça s'arrête un peu automatiquement. Voilà, à 100%. ou alors il s'arrête à 80 pendant la nuit, quand je charge la nuit, et il va jusqu'au 100% vraiment à la fin pour pas que ça reste à 100 tout le temps avec encore le courant qui passe. En fait, les batteries lithium-ion, c'est des cathodes et des anodes qui se percutent entre elles, qui créent l'énergie. Il leur faut un peu de place. Pour vraiment, là je schématise le truc très simple, il leur faut toujours un peu de place. Donc faut jamais les charger à fond. Et maintenant c'est pareil, ma trottinette c'est pareil, Ninebot il recommande de charger à 95 max, grand max la trotte. Au-dessus, ça se fait, mais c'est juste que la batterie tiendra moins longtemps dans le temps. Et moi c'est vrai que j'applique ça depuis 4-5 ans, je charge jamais, moi je charge pas régulièrement. Je suis arrivé ce matin, j'avais 18%, je me suis mis un petit coup de charge, je suis à 34, je sais que je rentre chez moi ce soir avec 34. Donc je suis toujours comme ça, après moi je vis dans du câble, chez moi j'en ai 25, là voilà, j'en ai plein, je vis dans du câble, laisse tomber, j'ai une petite batterie externe toujours sur moi au cas où je pars en mission, mais mes batteries, en fait on double l'autonomie. En général, souvent mes clients qui utilisent beaucoup les téléphones et qui chargent à 100%, ils doivent changer leur batterie au bout de 3 ans, je dirais 2-3 ans. Et moi, globalement, c'est au bout de 6 ans. Voilà. Ouais, quand même. En fait, c'est quasiment sur la durée de vie sur la durée d'obsolescence logicielle d'un téléphone, quoi. Donc deux conseils, arrêtez de mettre vos téléphones dans la piscine. Voilà. Et c'est vrai que ça peut paraître con, 20-80. La règle des 20-80. Ça peut être 10-90, mais moi je l'appelle 20-80 parce qu'elle est plus facile à tenir, je trouve. Voilà, parce que aller jusqu'à 10%, ça fait quand même pas énorme. Donc 20-80 quoi. 80% on débranche, 20% on met en charge. Et ce conseil, je le donne depuis 3-4 ans et j'ai déjà des clients qui m'ont dit 2 ans plus tard, merci. Effectivement, ma batterie, elle n'a pas perdu 1% dans la capacité de batterie. Là, ça fait, j'avais perdu 20% en 2 ans et là, j'ai pas perdu 1% et effectivement, l'autonomie est revenue. Donc voilà, et puis même en cherchant un peu sur internet, on trouve facilement que c'est la bonne astuce, quoi. Ouais, la règle des 20-80, tant qu'on aura des batteries lithium-ion, pas lithium, t'as genre un plus qu'ils mettent là maintenant dans les voitures électriques, c'est pas exactement du lithium-ion. Graphite un peu, je crois. Exactement. Ça c'est encore un autre type de batterie, les règles je les connais pas, mais tout ce qui est batterie lithium-ion, 20-80. Jamais à fond, jamais au minimum. Il me semble que graphite, le problème c'est la miniaturisation, c'est que pour l'instant c'est très bien pour les bagnoles parce que finalement il y a de la place dans une bagnole. Mais dans un téléphone portable, apparemment, encore une fois je suis pas expert, donc je m'avance avec les connaissances vagues que j'ai en regardant des youtubeurs, ce genre de choses. Mais dans mon souvenir, c'est une question de miniaturisation qui fait qu'on n'a pas encore dans nos téléphones, dans nos ordi. Et puis aussi que, en fait, c'est plus facile de commencer gros. Et puis, après, de toute façon, ils sont en train de faire des recherches pour faire en sorte que ce soit tout miniaturisé. Justement, par rapport à ça, j'ai une petite question. Est-ce que c'est pas de plus en plus difficile de réparer les PC modernes avec les puces qui deviennent finalement de plus en plus petites? On parle souvent des microprocesseurs, des microprocesseurs. Quand on voit la Taïwan qui nous sort des puces, où maintenant on est au nanomètre, c'est ça, on est sur du 2 nanomètres là. 2 nanomètres, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça rend pas le travail plus difficile après pour les réparateurs? En soi, nous on répare rarement les puces. Tu vois, les puces, si elles claquent, elles claquent. Franchement, c'est comme ça. Et puis souvent, c'est le dernier truc à claquer. Si elle claque, c'est qu'un condo a claqué avant et qu'il a pris une surtension. Donc ça, normalement, ça claque jamais, c'est fait pour tenir des dizaines d'années. C'est pour ça qu'on voit encore des machines qui se vendent avec des premiers Intel. Les Intel, ils sont. Il n'y a pas de problème, quoi. Si ça a été bien entretenu, qu'il n'y a pas eu de chute de choc, ça tient. Sky is the limit, j'ai envie de dire. Mais sinon, il y a un truc qui rend tout un peu complexe, c'est le fait de tout souder sur la carte mère, qui est de moins en moins de pièces amovibles. Ça, c'est un peu galère, parce que justement, par exemple, les nouveaux iMac, ils sont super beaux, etc. La carte mère elle est grande comme ça, surtout l'iMac, voilà. Et le stockage est soudé à la carte mère, tout est soudé, le processeur est soudé, la RAM, le stockage est soudé, c'est deux petites puces. Le problème c'est que ces puces, elles ont un taux d'écriture et de lecture limité, et ça par contre c'est pas infini, c'est pas comme un pros, c'est pas infini. Donc dès qu'on aura atteint ce cap de lecture-écriture, le SSD il est KO, c'est pas remplaçable, il y a une puce pour encrypter les données. Donc à partir de ce moment-là, c'est terminé et moi ça c'est le truc qui me fait un peu peur sur les appareils maintenant. Windows ils prennent un peu moins cette tangente, on a encore ce bon vieux SSD qu'on peut rajouter, enlever, remettre, on a 2 emplacements, on peut en mettre 2, ce qu'on veut, changer la RAM, ils gardent encore un peu cette habitude. Mais Apple malheureusement ils ont tout soudé, donc ça veut dire que s'il y a un problème, par exemple tous les MacBook de 2020,
Ça a été une grosse année pour Apple. Techniquement, les NAND qu'il y a dans les MacBook de 2020, elles sont faites pour tenir à la louche 6-7 ans d'un usage pro. Genre par exemple quelqu'un qui est dans le cinéma, qui doit dérocher toutes les semaines, supprimer son disque, remettre des trucs, etc. toutes les semaines. Il y a un moment, ça va claquer. Et quand ça va claquer, ce ne sera pas remplaçable. Ouais. Donc là, c'est toute la carte mère. Une carte mère, c'est le prix d'un Mac. Donc à ce moment-là, c'est terminé. Donc ça, c'est le petit truc qui me fait peur. J'attends de voir comment est-ce qu'ils vont gérer ça, les constructeurs. Et je pense que justement, les constructeurs de Windows, Acer, etc., ils regardent aussi. Comment va se passer la dégénérescence des NAND des MacBook d'Apple, parce que si elle commence à tout claquer, je pense qu'ils vont arrêter de souder quoi. Ouais. Parce qu'à la base c'était pour la rapidité, le fait que ce soit en direct access sur la carte mère, c'est plus rapide, sauf que c'est moins fiable. Ouais. Donc ça c'est la conséquence, donc on va voir quoi. Mais ça c'est le petit truc sur lequel je suis un peu sceptique, qui fait que moi par exemple perso, je suis pas encore passé au tout soudé chez moi quoi. J'attends de voir. On reste prudent. Voilà, on reste prudent, exactement. C'est quoi le truc le plus bizarre qu'on t'a demandé de réparer, ou le projet le plus bizarre sur lequel on t'a demandé de travailler ici? Ouais, il y en a eu. Là, en ce moment, on en a un sympa avec un client qui est venu avec mon père. C'est un détecteur de fuite d'eau. Attends, c'est quoi, papa? C'est le projet sur lequel t'es là. C'est plus un projet de création en fait. C'est pour des clims. Installe-toi pour en parler, viens. C'est un client qui a eu une clim qui a fui chez lui, et il a trouvé qu'il s'est dit c'est très con parce qu'il y a un système normalement qui pourrait permettre de détecter que la pompe qui est censée évacuer l'eau, elle est en rade, et à ce moment-là, prévenir et alerter. Et ça n'existe pas sur les clims. Donc il veut faire un petit système comme ça. Donc il nous a amené tous les appareils électroniques, il cherchait un boîtier, et on va le co-construire avec lui. Mais là, c'est une construction d'un boîtier qui voudrait éventuellement déjà tester sur sa clim et éventuellement vendre à des fabricants de clim. Ah oui, d'accord, donc après c'est vraiment, il y a une optique même de développement autour de ce projet. C'est la première fois qu'on a un truc mais aussi ça c'est le plus le plus marrant qu'on a eu. Mais sinon après, qu'est-ce qu'on a eu un fer à défriser, c'était sympa. Un fer à défriser. Fer à lisser, Fer à lisser. Fer à lisser, ça coûtait 30 balles. Ça c'était un coiffeur. C'est un coiffeur de la rue. C'était un fer à lisser. À plus de 200 balles. Ah ouais, voilà, ok, un vrai bon fer à lisser. Et donc quand il y avait un faux contact sur le... Tu sais, c'est des fers, quand tu le tournes, il y a un système qui fait que tu t'embrouilles pas avec le câble. Et là, il y avait un faux contact, donc on l'avait pris. Mais c'était à l'époque où on démarrait, on n'avait pas encore une grosse activité, donc on prenait un peu tout ce qui venait. Oui, à tout. Ouais. Là, vous avez réussi à réparer le fer? Ouais. J'étais très fier de moi, on a réussi, il était très content. Bon, s'il y a d'autres... tourne-disques. Oui, des tourne-disques, on a un téléphone fixe aussi, c'est un truc qui... En fait aussi les platines vinyles, en fait, vous faites tout. On prend de temps en temps quand c'est des problèmes... assez ciblé, quand c'est déjà assez ciblé, et surtout si l'appareil a un peu de valeur aussi quand même de base, parce que forcément nous, le temps qu'on passe, ça vaut aussi quelque chose, donc quand l'appareil vaut 10 € en magasin, ça n'a pas d'intérêt. Même s'il a une valeur sentimentale, des fois tu dis une vieille platine des années 70 à 1000 balles par exemple, ça peut être intéressant. Là ça vaut le coup. Qui est arrivé, ça c'est les platines vintage qui sont, à mon avis, on va pas y passer plus d'une demi-heure, parce que si on n'arrive pas, ça veut dire que pour le client ça va pas être intéressant. Comme les imprimantes. Là, les imprimantes, on arrête. On a essayé. C'est pas le summum de l'obsolescence programmée, les imprimantes? Carrément. Horrible. C'est scandaleux même. Nous, c'est vrai que du coup, on n'est pas les mieux placés. Il faudrait que vous alliez voir peut-être des réparateurs d'imprimantes, parce que je pense qu'ils ont des choses à dire là-dessus. Mais effectivement, quand on parlait d'obsolescence et tout, c'est monstrueux, c'est dégueulasse. Le prix d'une imprimante est inférieur au prix d'une cartouche d'encre. C'est ça. C'est un vrai business en fait, c'est volontaire. En fait, c'est le business des rasoirs, quoi. Des prix d'appel, voilà, exactement. Sauf que un rasoir, c'est un rasoir, quoi. Une imprimante, c'est technique. C'est même professionnel presque, les imprimantes. Et quand ça claque, c'est terrible, quoi. La pollution pour les matériaux électroniques à l'intérieur. Je veux dire, on est en galère de matériaux électroniques dans le monde et on balance combien de milliards d'imprimantes par an. Même quand tu vois les cartouches, c'est tout petit, mais c'est plein de plastique. Quand tu l'ouvres en deux, tu te rends compte, en fait, il n'y a que dalle d'encre dedans. C'est que du plastique. Et quand elle t'annonce qu'elle est vide, tu l'ouvres, il reste de l'encre dedans. Ça, c'est le classique. C'est Micode qui a fait un j'avais vu cette vidéo sur Micode, excellente. Il a raison. Et personne ne veut faire les imprimantes. Moi, j'étais en contact avec un gars qui fait les imprimantes laser. Il me dit ça vaut le coup encore. Mais les imprimantes jet d'encre, tu passes une demi-heure, ça va coûter 30 balles au client, c'est le prix de l'imprimante. Donc parfois on commence, si c'est vraiment des sujets de bourrage papier où on sait qu'on va pas y passer trop de temps et que ça va être intéressant pour le client,
Là, il y a un client, c'est un problème d'impression, je lui ai fait des nettoyages de tête d'impression. Bon, il n'y avait pas d'aspect mécanique ou quoi que ce soit, ça peut valoir le coup. Mais franchement, c'est toujours très très limite. Parce que si tu dis au client, il y en a pour 50 balles et qu'il va payer 70 balles. Peut-être plus sur le réseau pro où là, je vois bien ça. un boulot, on a des imprimantes Voilà. noires. Mais là, c'est des gros professionnels et nous, on n'est pas du tout. Du moins, il y a une connaissance aussi de ce métier à avoir que nous, on n'a pas. Oui, c'est ça. Parce que, voilà. Il y a des professionnels des imprimantes, hein. Enfin, il y a des gens qui savent très bien. Oui, c'est vraiment c'est un game à part dans la réparation. Carrément, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. On bosse presque même pas avec. Enfin, c'est une logique à avoir. Et effectivement, c'est con, mais moi, par exemple, je l'ai pas celle-là. Tu vois, l'imprimante, c'est pas, voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. Je suis pas trop touché à tout. Quand il y a une imprimante qui arrive, il fait la gueule. Surtout, bon, c'est encombrant. Ils arrivent avec le grand diable. C'est ça. Il y en a qui avaient des imprimantes. Ramenez des PC, ramenez plus d'imprimantes. Ouais, des petits téléphones, des petits trucs là qu'on peut stocker, mais pas. Ouais. Mais ouais. Non, ça fait partie des trucs un peu marrants qu'on a eu. Tant que vous êtes tous les deux, et pour un peu conclure ce vraiment super moment ensemble, vos projets d'avenir, globalement. Là, pour les 2 ans à venir, comment vous vous projetez ? Ouvrir d'autres boutiques, hein. Là, on est à 3. Ce que je dis à Antoine, moi j'aime bien avoir des projets tous les 6 mois, donc on va stabiliser pendant 6 mois, voir si tout se passe bien sur celle-là. Et puis le step après, c'est rouvrir une boutique dans Lyon. Une deuxième, j'ai compris. Ça serait top. Et puis là où j'habite, dans le Beaujolais, je me dis qu'il y a peut-être pour ta des fin de choses carrière. à faire. Voilà, exactement. Non, mais c'est se développer, mais pas non plus le développement. On veut pas être les DLC, du moins perso. Je pense que c'est bien de rester à une dimension humaine. C'est ça. On en parlait tout à l'heure, effectivement. Après, ne jamais dire jamais, mais je m'imagine pas avec 25 boutiques en Europe et machin et tout. Faut que ça reste humain et je pense qu'on voudra toujours garder un peu aussi le contrôle. Pas que ça, on veut pas devenir une licorne française ou je sais pas quoi. C'est pas aller chercher des financements et tout. On a commencé petit, on a commencé avec nos moyens à nous, un peu d'apport de banque. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment envie de faire des appels de fonds, des trucs et tout. Y aller tranquille et puis voir, nous, en fait, nous, on est heureux à réparer. À réparer, à rendre service aux clients, à faire nos journées 10h, 19h. Rester comme ça, je pense, simple et voilà, essayer de développer, voir jusqu'où on peut aller. Et puis voilà quoi. Et puis du YouTube à côté, si j'ai bien compris. Et ça, ce serait la transition. Moi, j'imagine une vie dans plusieurs années où je me lève le matin, je vais au studio. Voilà, je vais plus en boutique, etc. Ou alors je vais en boutique pour contrôler 2-3 trucs, voir un peu les équipes. Mais sinon, studio, faire des vidéos et parler de tout ça, quoi. Et puis aider un peu à démocratiser. Ça, on a parlé de Milo, là on vient de parler de Micode. Typiquement, je trouve que c'est des youtubeurs qui ont fait un super travail pour vulgariser le monde de l'informatique. Alors, plus sur vraiment le côté à la limite presque software et un peu plus global. Milo, c'est que du hardware pour le coup. Mais en fait, avec ce genre de youtubeur, c'est vrai que ça permet de désacraliser, de démystifier ce mystère informatique qui, pour la majorité des gens, c'est le boîtier magique, on appuie, ça marche, et puis voilà, et quand ça marche plus, on comprend pas pourquoi. Et moi, c'est aussi pour ça que je veux faire du YouTube, c'est que j'ai envie de leur rendre. Micode, je dirais pas que j'ai grandi avec lui, mais je l'ai connu, il était encore à l'école, quoi. Je le connais depuis super longtemps sur YouTube. Et moi, YouTube, c'est ma plateforme de tuto. Enfin, j'ai tout appris sur YouTube, en fait. Moi, j'ai pas fait d'études. Donc, forcément, c'est YouTube qui m'a tout donné. On voit 2 diplômes, là, quand même. Hein. C'est des formations, on va dire. Formation égale études. C'est des formations. Mais voilà, j'ai pas... disons qu'après le lycée, c'était terminé. J'ai pas étudié grand-chose derrière. Mais, et du coup, ça a tout été YouTube. Et j'ai vraiment envie de rendre à YouTube. Ce qui m'a donné. J'aime cette plateforme et ce que ça m'a permis d'apprendre. Et du coup, j'ai envie de transmettre aux générations d'après, quoi. Et YouTube, ça permet de transmettre massivement, finalement. Les gens prennent ou prennent pas, tombent dessus ou pas, mais au moins on transmet, on fait le boulot. Et voilà. Et moi, j'ai toujours considéré ça comme beaucoup de boulot. Micode, à mon âge, il faisait déjà des vidéos. Moi, non. Moi, je regardais. Je profitais. Et là, je me dis, allez, à toi de bosser aussi, de créer des choses, quoi. Faut pas se comparer au niveau de l'âge, je pense, parce qu'on voit aussi certains créateurs de contenu qui ont débarqué sur le milieu même à plus de 50 ans et qui ont vraiment marqué de leur empreinte, de leur style aussi les plateformes. Je pense que vaut mieux tard que jamais. Exactement. Et se comparer, c'est le meilleur moyen aussi de plus faire, parce qu'on va se dire, mais lui à 20 ans il avait déjà tout réussi, 1 million d'abonnés à la carrière. Ok, nous on a plus de 20 ans.
Ouais. En quoi ça nous empêche de continuer de faire quand même? Mais oui, et oui. Ah non, mais là-dessus, t'as raison. Ah ouais, c'est ça. Moi, ça arrivera au moment. C'est que ça a pas encore été le moment, et à un moment, tout va s'aligner, et comme l'ouverture de la boutique. Ouais. Ça fait plusieurs années que j'avais cette idée, et c'est un jour ça s'est fait, un jour ça s'aligne les choses. Donc, donc voilà, et là, c'est ce qu'on... Je te souhaite vraiment que ça marche, et puis qu'on surtout, espère. n'hésite pas à... tu nous partageras aussi tes vidéos, Carrément. ta chaîne, qu'on puisse Ah oui, en faire la pub également. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres liens qu'ici où on peut faire mais non, pour l'instant, vous avez ce lieu-là. C'est ça, ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est 5 rue Pailleron, Croix-Rousse, l'atelier d'Antoine. Et puis voilà, on a un site internet, on a une page Insta qui est un peu morte là, mais que De je toute façon, vais... on mettra tous les liens dans la vidéo. Je vais faire repartir. Non, ça c'est sûr qu'on mettra dans la description de la vidéo, on mettra tous les liens, le lien de la boutique, l'adresse, le Insta, tout. La page trop Google. bien. On est La trop page fiers de Google. nos avis Google. Bah ouais, c'est ce qu'on en a parlé dès le début, ouais, carrément. Non, de toute façon, là, il faut qu'on se passe un petit contact pour que tu puisses aussi m'envoyer des infos, que nous, on puisse les mettre dans la vidéo, Ouais. on insère, qu'on puisse les mettre dans la description, etc. Complètement. Les liens qui renvoient directement. Et puis voilà, hein, de toute façon, nous... Toi, t'es quoi? On est sur du 800 abonnés, C'est Ouais, bien, des 500 vues à peu près par vidéo, mais c'est le début, c'est normal. Tu Bien vois. sûr. excellent. Et là, on essaie de se Du diversifier. coup, là, on a envie de faire des trucs un peu plus gros. Ouais. Pour l'instant, c'est plutôt sa chaîne artistique, hein, donc où elle faisait vraiment, parce que Anaïs, elle est artiste, illustratrice, graphiste et BDiste bientôt. Et c'est vrai que c'était un peu sa chaîne à elle. Moi, j'ai toujours été plutôt passionné de journalisme interview, comme je suis psychologue à côté, en fait, mon délire, moi, c'est vraiment de parler avec les gens, de découvrir des gens, de voir c'est quoi qui les anime, de voir la lumière dans les yeux comme je la vois là, pour les deux. Donc, moi, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'aime. Et du coup, c'est vrai que là, quand on est venu, on s'est dit, mais attends, ça fait 6 mois qu'on parle du fait qu'on aimerait faire des interviews ensemble, Anaïs salariale, moi qui fais un peu le rôle du journaliste. Vous avez vu, on s'est dit, mais eux, ils ont une vraie passion, ils ont un vrai truc, ça se voit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc nous, c'est un peu notre vidéo d'essai aussi, aujourd'hui. Trop bien. C'est vrai, c'est la première fois que vous faites ce format-là, un peu? Non, moi j'ai fait l'an dernier pour le boulot, parce qu'en tant que psy, j'ai fait des vidéos sur la fin de vie et la religion, pour aller voir tous les représentants religieux de toutes les religions, voir comment est-ce qu'ils vivaient la fin de vie. Ok. En fait, dans le boulot, je suis spécialisé en soins palliatifs, fin de vie, gériatrie, donc c'est pas très fun. Ouais. Et c'est vrai que bon, c'était une autre ambiance. J'étais là dans le cadre du boulot, donc j'avais plutôt la casquette psy. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir plutôt la casquette pseudo-journaliste, mais en fait, c'est discuter comme ça. On se tutoie, on se pose des questions. La moitié des questions, en fait, elles se sont naturellement posées dans le débat. Il y en a plein d'autres qui ont apparu au fur et à mesure des choses. J'aime bien ce genre d'échange. Et là, c'est la première vidéo essai pour le loisir, mais on s'était dit que ça serait intéressant d'aller rencontrer un peu les pépites lyonnaises passionnées, les gens comme vous qui ont vraiment... une passion, une envie de la faire découvrir au monde, une envie de démystifier certaines choses, ou de donner la passion aussi de d'autres choses. Donc voilà, vous êtes les premiers d'une peut-être longue série, on espère. On espère. Ah bah oui. Merci pour votre écoute. Si vous êtes sur Lyon, que vous avez des soucis numériques et que vous ne savez pas vers qui vous tournez, n'hésitez pas à aller à l'atelier d'Antoine, qui est un atelier du coup indépendant et passionné. Foncez. Et Dieu seul sait que c'est mieux de se tourner vers les indépendants que vers les grandes chaînes, et je soutiendrai toujours ça sur ma chaîne. Sinon, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup trop d'émotions dans la mémoire numérique, et je me tourne en ce moment plus vers l'ancien temps, et je reviens à faire des albums photos et des albums d'à peu près tout et n'importe quoi. C'est plus ça mon trip actuel. Peut-être que je ferai des vidéos là-dessus à l'avenir. Je vous dis en tout cas à la prochaine sur cette chaîne, et n'hésitez pas à me soutenir si cela vous a plu. Je vous fais plein de bisous et bonne vie à vous.